Au Congo, l'opposition a déploré ce lundi le fait que le test de nouvelle constitution devant être soumis à référendum ne soit pas disponible pour le corps électoral. En Libye, le gouvernement non reconnu par la communauté internationale a rejeté la proposition du gouvernement national mise sur la table par l'émissaire de l'ONU. Enfin, au Rwanda, la Chambre des députés a commencé lundi l'examen du projet de réforme de la Constitution destiné à permettre à Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Sika. Démarrons par le Congo-Brazzaville. L'opposition a déploré ce lundi que le test de la nouvelle constitution devant être soumis à référendum ne soit pas encore disponible pour le corps électoral. L'adoption de la nouvelle constitution permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat. Selon le gouvernement, la nouvelle constitution ferait entrer le pays dans une nouvelle république en instaurant un exécutif bicéphale avec un Premier ministre, chef du gouvernement, à la place du chef de l'État. Pour rappel, le référendum est prévu pour le 25 octobre prochain. La campagne en vue de ce référendum constitutionnel s'est ouverte ce vendredi. Au Rwanda, la Chambre des députés a commencé ce lundi l'examen du projet de réforme de la Constitution. Une réforme destinée notamment à permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. D'autres articles du texte fondamental rwandais ont également été soumis à révision. Plus de précisions à travers ce reportage. Ce projet de révision de la Constitution porte notamment sur l'article 101 qui interdit d'exercer plus de 2 mandats présidentiels. Les députés ont approuvé les grandes lignes du dit projet qui ne permet pas en État à Paul Kagame, élu en 2003 puis en 2010, de se représenter en 2017. Tous les députés ayant pris la parole lui ont exprimé leur soutien à l'exception de 2 d'entre eux qui ont néanmoins souligné les risques d'une modification de la Constitution. Mais pour être adoptée, la Constitution révisée doit recueillir les 3/4 de votes dans chacune des 2 chambres du Parlement, toutes 2 très largement dominées par le FPR et ses alliés. Elle devrait être ensuite soumise au référendum. Quelques 3 700 000 Rwandais ont signé les pétitions lancées à travers le pays pour demander un maintien au pouvoir de Paul Kagame, 57 ans, homme fort du pays. Cette initiative a été présentée par le pouvoir comme une démarche émanant du peuple. Mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre orchestrée par les autorités dans un pays régulièrement épinglé pour ses atteintes à la liberté d'expression et son peu d'ouverture politique. Jeudi dernier, la Cour suprême du Rwanda a rejeté la requête d'une petite formation d'opposition, le Parti démocratique vert, visant à empêcher une réforme de l'article 101. Les juges ont estimé qu'aucun article de la Constitution n'était immuable. Le Parti démocratique vert est la seule formation politique du pays à s'opposer à un troisième mandat de Paul Kagame. Pour sa part, Kagame a affirmé qu'il ne briguerait un troisième mandat que s'il était plébiscité par son peuple. Au Mozambique, le principal parti d'opposition indigné a dénoncé ce lundi la descente que la police a effectuée au domicile de son leader, Alfonso Dhlakama, vendredi dernier. Selon la police mozambicaine, cette opération visait à récupérer des armes détenues depuis des affrontements qui ont fait 24 morts le 25 septembre dernier. Les détails. Le Mozambique connaît depuis plusieurs semaines une période de trouble. Le dernier fait en date est la descente des forces de police au domicile du chef de l'opposition mozambicaine. L'opération est intervenue seulement quelques heures après la première réapparition en public du leader de la résistance nationale mozambicaine. L'homme s'était fait discret durant les 2 dernières semaines après avoir échappé à une attaque de son convoi. Lamentamos sim que 7 horas depois da chegada da cidade da Beira, na sua residência. Nous regrettons que 7 heures après qu'Afonso Dhlakama soit réapparu en public, les forces armées soient arrivées chez lui avec des véhicules d'assaut, des bazookas, des grenades et des AK-47 pour récupérer, selon elles, le matériel qu'elles ont perdu à Gondola le 25 septembre lors d'une seconde tentative d'assassinat contre le député Dhlakama, son personnel et ses gardes. Que visava assassinar o presidente da Câmara e os quadros políticos e civis e de segurança que o acompanhavam. As forças de defesa e segurança
Les forces armées, dans leur façon d'agir, ont démontré leur côté lâche et ont assumé publiquement qu'elles étaient responsables des pertes de vie mozambicaines dans ce pays. Le raid avait pour but de récupérer des armes que la garde personnelle de l'ancien guérillero détenait depuis des affrontements qui ont eu lieu le 25 septembre dernier. Les violences avaient fait 24 morts. Après les négociations, le chef de l'opposition mozambicaine a finalement consenti à rendre les armes recherchées ainsi que 16 autres de sa garde personnelle. Ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine, la Renamo ne reconnaît toujours pas les résultats des élections d'octobre 2014. Élections remportées par le Frélimo au pouvoir depuis 1975. En Libye, le gouvernement non reconnu par la communauté internationale a rejeté la proposition de gouvernement d'union nationale mise sur la table par l'émissaire de l'ONU pour trouver une issue politique au conflit. Ce gouvernement est rejeté car il approfondirait les divisions entre les Libyens, a déclaré ce lundi Mahmoud Abdelaziz, membre du Congrès général national, le Parlement siégeant à Tripoli. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Leon, avait annoncé vendredi qu'un consensus avait été trouvé sur le nom d'un Premier ministre, Fayez El-Sarraj, et de 17 ministres d'un gouvernement d'union nationale. Cette annonce intervenait après plusieurs mois de négociations dans la station balnéaire de Kirat au Maroc entre les deux parties rivales libyennes et de nombreux acteurs de la société civile. Le Parlement reconnu par la communauté internationale basé à Tobrouk a laissé entendre qu'elle pourrait aussi la rejeter car elle va à l'encontre des appels de la communauté internationale pour trouver une issue politique au chaos libyen. En Afrique du Sud, les milliers de mineurs veulent intenter un recours collectif contre les compagnies minières. L'objectif est d'obtenir des compensations après avoir été atteints des maladies comme la tuberculose et la silicose. Leurs représentants étaient à la haute cour de Johannesburg ce lundi. Je vous propose ici les propos de quelques mineurs. Ma poitrine me fait mal. C'est difficile de soulever des choses. Et quand je bouge, ça me fait mal à la poitrine. Et ma respiration est affectée aussi. La compagnie minière ne m'a pas compensé. J'ai juste reçu 40 000 rands de l'Institut des maladies du travail à l'époque. Ça a affecté ma vie parce que je ne travaille plus à la mine. Je n'ai plus d'argent, pas d'assistance de l'entreprise. Donc je dois faire du recyclage, récupérer des bouteilles vides et les revendre. Beaucoup de ces compagnies minières ont accumulé de l'argent et des profits pendant toutes ces années. Donc nous voulons que ces investissements et profits reviennent et ils doivent compenser les mineurs. Nous ne croyons pas à leur histoire selon lesquelles il n'y a pas d'argent. On estime qu'il y a plus de 200 000 ex-mineurs concernés et nous continuons à les chercher. Nous voulons les ramener au premier plan parce que beaucoup d'entre eux ont été relégués à la poubelle après avoir été usés, utilisés. En Guinée, l'opposition a demandé ce lundi l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle tenue la veille. Dans le camp du président sortant Alpha Condé, on le donne vainqueur dès le premier tour. On fait le point de la situation avec Fatou Matayari Bangoura. Elle est journaliste à Soleil FM, une radio guinéenne. Le scrutin s'est déroulé ce dimanche 11 octobre à Conakry et à l'intérieur du pays sans incident majeur. Les Guinéens, pour la plupart, se sont acquittés hier de ce devoir civique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les partis politiques qui réitéraient autrefois leur décision à ne pas reconnaître les résultats issus des urnes se sont retrouvés ce lundi pour une autre décision commune, celle d'annuler le scrutin. C'était donc au cours d'une conférence de presse tenue ce 12 octobre à la maison commune journaliste à Koléa dans la commune de Matam. Pour le chef de file de l'opposition, les élections ont été une mascarade électorale et une fraude massive a été constatée partout. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a réuni toutes les conditions pour parvenir à cette mascarade électorale dans le but de proclamer la victoire du RPG, a dit le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Les 7 candidats affirment qu'ils vont faire recours à toutes les voies possibles et reconnues par la loi pour contester les résultats de l'élection du 11 octobre dernier. Hier déjà, Sidya Touré, le troisième homme fort de cette présidentielle, a lui aussi tenu une conférence de presse pour se prononcer sur le processus électoral qui, selon lui,
à commencer par un désordre qui ne dit pas son nom. La première anomalie constatée selon lui est que ses enfants qui sont en Côte d'Ivoire et sa femme n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. L'éloignement donc des bureaux de vote pour un certain nombre de votants a été signalé un peu partout et il manquerait 20% de bulletins de vote, affirme Sidiatouré. À Kagbelen, donc, dans la commune de Ratoma, sur 15 bureaux de vote, 5 ont disparu. À Mapanko, dans la commune de Matam, 2 bureaux ont disparu. À Dabondi, qui est aussi l'un des fiefs de l'opposition du Sud, plus de 200 militaires ont débarqué pour voter pour le compte de leurs collègues qui seraient en mission. Dans la préfecture de Dubreka, 4 bureaux de vote ont été transportés chez le préfet pour faire le dépouillement. Pendant ce temps, donc, la direction du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, se félicite de la grande mobilisation des électeurs et du climat général de calme qui règne sur l'ensemble du territoire national depuis donc le début des opérations de vote. Elle salue également la sérénité des populations dans ce moment crucial de la vie démocratique de la Guinée. Elle déplore par endroits les échauffourées enregistrées et la vandalisation de plusieurs bureaux de vote par des militants de l'opposition dans certaines localités. Au Mali, 48 heures après l'évasion spectaculaire de 9 prisonniers, dont 8 militaires, un fugitif a été arrêté dans la région de Kayes, dans l'ouest du pays. Il faut dire que les recherches se poursuivent. Les enquêteurs savent déjà que les évadés ont bénéficié d'une aide extérieure pour sortir de la prison. Des militaires accusés, il y a quelques mois, d'avoir voulu déstabiliser les institutions maliennes font partie des soldats évadés. Comme le général Amadou Sanogo, certains d'entre eux étaient en attente de jugement après une inculpation dans l'affaire des militaires bérets rouges. À Bangui, en Centrafrique, des jeunes participent à un stage de renforcement des capacités dans les domaines de la maçonnerie et ses dérivés. De quoi les occuper pour effacer les tristes images laissées dans les mémoires par les violences. Hubert Marie Diamani pour plus de précisions. Cette formation professionnelle répond à la demande des entreprises qui éprouvent des difficultés à accomplir correctement les travaux. Par exemple, je peux dire qu'il y a des balakas parmi nous. Dans la première voie, il y a aussi des scellés quand il y a les balakas, mais on travaille avec la cohésion sociale. Dans leur centre, on les a formés sur la cohésion sociale. Pour nous, les jeunes, nous voulons que notre pays soit uni et qu'on soit unis et puis notre pays soit vraiment développé. La durée de la formation pour ces métiers techniques est de 4 semaines au maximum, à raison de 15 à 20 apprenants par session. Les deux choses à la fois nous intéressent, ainsi que la théorie et les pratiques, puisque nous avons travaillé, on a étudié des choses et puis on regarde un peu très bien. La convention de financement de ce projet avait été signée en décembre 2012. La dégradation brutale de la situation politique en mars 2013 avait entraîné le gel de cet appui. 2 ans plus tard, avec la reprise progressive des activités, il était nécessaire de relancer ce projet de formation professionnelle et d'adapter son contenu et ses modalités d'exécution au nouveau contexte socio-économique du pays. La formation constitue aujourd'hui un levier, une solution pour résoudre cette crise-là à travers l'occupation des jeunes, à leur donner un métier et donc un avenir. Environ 4000 jeunes déscolarisés, issus des cycles primaires et secondaires, sont formés sur 3 ans dans les zones sécurisées de la Centrafrique. Une démarche qui vise à consolider la qualification du personnel et à renforcer la cohésion sociale. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci.